le cadre des travaux que nous avons menés au sein donc de l'Institut Michel Serres avec Edgar Fernandez, nous nous sommes efforcés de dégager des pistes de recherche s'agissant de la construction d'un droit des ressources naturelles dans un monde dont on sait désormais qu'il dispose de ressources limitées. Alors, le champ de notre réflexion a été délimité à la fois par un objectif et par une limite. L'objectif, c'est d'essayer de penser un modèle de gestion des ressources naturelles pour les générations actuelles et pour les générations futures qui permettent de satisfaire les besoins fondamentaux tels que celui de se nourrir. Et cependant, et c'est la limite, eh bien, un tel modèle ne doit pas permettre d'affecter au-delà d'un certain seuil critique les processus biologiques permettant à la planète d'engendrer la vie sous toutes ses formes. À défaut, vous le savez, c'est la capacité de la nature à se régénérer et à rendre des services qui se trouveraient compromises. Donc voilà pour cette limite. Alors dans cette perspective, il nous semble que la gestion des ressources naturelles devrait reposer au moins sur quelques idées de fond, mais il y en a certainement d'autres. D'une part, l'idée de mesure. À cet égard, je vais faire référence là à la Charte mondiale de la nature qui retenait la formulation suivante: les ressources naturelles ne doivent pas être gaspillées, elles doivent être utilisées avec mesure, conformément aux règles suivantes, et un certain nombre de règles étaient énoncées dans la suite du texte. Alors, cette idée d'utilisation mesurée des ressources naturelles, strictement adaptée à la satisfaction d'un objectif poursuivi, elle n'est pas étrangère au droit, elle n'est pas étrangère aux juristes. On utilise en droit des notions telles que le principe de proportionnalité. Alors c'est pas exactement pareil, mais l'idée n'est pas étrangère aux juristes en tout cas. D'autre part, et pour faire toute sa part à la mesure, eh bien, le modèle de gestion des ressources dessinées, me semble-t-il, devra coller au plus près des besoins fondamentaux des populations. Et donc, il y a là l'exigence d'une adaptation permanente et d'une réactivité en temps réel dans la gestion des ressources. Alors, je n'ai évidemment pas la solution, comment on fait exactement, mais il me semble que c'est une exigence qui doit être là prise en compte. Alors, il existe à l'heure actuelle assez peu d'exemples de législation nationale qui, d'une part, sont centrés sur la problématique des ressources envisagées comme un tout, donc centrés sur la notion même de ressources naturelles, et non pas de manière sectorisée, c'est-à-dire qui traitent d'une part dans une législation de l'eau, d'autre part du sol, etc., etc. Et d'autre part, il existe également assez peu d'exemples de législation qui mettent en relation l'usage de ces ressources avec la satisfaction des besoins fondamentaux humains et l'exigence de préserver la capacité de la Terre à maintenir ce potentiel de ressources pour l'avenir. Alors, un exemple d'une telle législation peut être tiré de l'expérience néo-zélandaise du Resource Management Act adopté en 1991. Alors, j'ai mis dans le PowerPoint, vous pouvez lire le texte donc important. Dans la section 2 du Resource Management Act, eh bien, on commence par définir ce qu'on met sous le terme de ressources naturelles. Et puis, le texte de la section 5 pose des principes qui vont guider et gouverner la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions du Resource Management Act, quelle que soit la ressource naturelle concernée. Alors, dans un premier temps, donc, la législation néo-zélandaise admet la possibilité d'utiliser les ressources naturelles pour satisfaire les demandes des populations actuelles. Elle va au-delà de la simple satisfaction des besoins pour aller jusqu'au bien-être des populations actuelles, ce qui est différent. Et là, s'agissant des définitions, il y a un travail pour le juriste, c'est qu'il convient de se mettre d'accord sur les mots. Qu'est-ce qu'on entend par bien-être? Quelle relation avec la notion de needs, de besoin, dans ce texte? Alors, dans un second temps, le texte du Resource Management Act subordonne l'utilisation immédiate des ressources à la satisfaction de plusieurs conditions. D'une part, à la condition que soit préservé le potentiel des ressources naturelles à satisfaire les besoins raisonnablement prévisibles des générations futures.
et d'autre part, à la condition de préserver la capacité des écosystèmes à maintenir la vie. Voilà un certain nombre de conditions. Alors, l'application effective du Resource Management Act a suscité des difficultés, notamment parce qu'un préalable indispensable à la mise en œuvre de ce texte, c'était de réaliser un bilan de santé des ressources sur le territoire, et que c'est évidemment très difficile. Mais l'expérience néo-zélandaise, me semble-t-il, est riche d'enseignements, et les difficultés, même les difficultés rencontrées, devraient pouvoir être analysées et discutées. Alors, dans le cadre de nos recherches, nous avons identifié un certain nombre de pistes de travail qui mériteraient, selon nous, d'être approfondies. Un axe, parmi ceux-ci, un axe de recherche consiste à repenser les formes actuelles de droit qui pèsent sur les ressources naturelles. Alors, en effet, certaines des règles et principes actuels relatifs aux ressources naturelles, tels que le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles ou encore le droit de propriété, ont été conçus à une époque où l'homme se pensait fini dans un monde de ressources illimitées, et l'on sait désormais que c'est la proposition inverse qui doit être retenue, celle dans laquelle les droits sur les ressources doivent prendre en compte l'existence d'un monde aux ressources limitées. Alors, s'agissant par exemple du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, sa consécration internationale est le fait de l'Assemblée générale des Nations unies et de l'adoption par celle-ci de la résolution 1803 en 1962. Ce principe a progressivement donné naissance à une série de droits des États sur les ressources naturelles situées sur leur territoire, tels que celui de posséder, d'utiliser, de disposer librement de celles-ci, ou encore de déterminer et d'en contrôler le développement et l'exploitation. Alors, au moment de sa consécration, en 1962, l'humanité n'avait pas encore pris conscience ou n'avait pas encore pris la mesure du caractère limité des ressources naturelles, et de ce fait, le texte originel de cette résolution n'inclut aucune disposition limitant le droit des États à exploiter leurs ressources de manière justement à en conserver un stock minimal et d'une qualité suffisante pour assurer la régénération. Alors par la suite, la signification de ce principe de souveraineté sur les ressources naturelles a été profondément impactée par le droit international de l'environnement, et aujourd'hui, à côté des droits sur les ressources auxquels le principe de souveraineté donne naissance, on devrait désormais considérer que celui-ci inclut une autre facette, tout aussi importante, imposant aux États des devoirs, des obligations dans la gestion des ressources naturelles situées dans les limites de leur juridiction. Alors, il y a des résolutions des Nations Unies qui vont dans ce sens et qui ont été adoptées au début des années 80, mais la difficulté, me semble-t-il, c'est l'absence de dispositions précises qui définirait de manière contraignante les devoirs des États qui découlent de l'exercice même du principe de souveraineté sur leurs ressources. Alors, pour pallier à cette lacune, une proposition serait peut-être de s'inspirer des dispositions de la Charte mondiale de la nature, qui souhaitait imposer une limite essentielle aux États dans l'exploitation de leurs ressources, celle selon laquelle, et là je cite, « les ressources biologiques ne seront pas utilisées au-delà de leur capacité naturelle de régénération ». Voilà, c'est dans le texte. Alors enfin, je voudrais dire quelques mots sur l'articulation entre le droit de propriété et les ressources naturelles, qui, me semble-t-il, doit également être réinterrogé. Du point de vue occidental, le droit de propriété est considéré comme la forme juridique dominante de droit susceptible d'être exercée sur les ressources naturelles. Et cependant, et ça c'est un fait pour de nombreuses populations, la terre n'est pas un objet d'appropriation. Et les droits de propriété, les attributs du droit de propriété tels que l'on l'entend au sens occidental, c'est-à-dire l'usus, le fructus et l'abusus, n'ont aucun sens dans le type de rapport qu'elles entretiennent avec la nature. Alors, je fais référence là à certaines décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a été confrontée à des cas d'exploitation de ressources pour des concessions d'exploitation de ressources. Alors, il faut donc commencer, me semble-t-il, par se départir d'un premier présupposé et modifier notre perception des choses.
le droit de propriété ne saurait constituer la seule forme de rapport juridique aux ressources. C'est ma première constatation. Alors en ce sens, je signale que des recherches sont actuellement menées sur la manière la plus judicieuse d'articuler le droit de propriété avec les services rendus par les écosystèmes. Dans le cadre notamment du projet Normasol, par exemple, l'objectif est de renforcer la protection juridique des fonctions et des services du sol, et on imagine notamment la possibilité de détacher juridiquement la propriété du sol, qui reviendrait au propriétaire, de la capacité du sol à rendre des services, qui reviendrait à la collectivité. Et cette dissociation juridique permettrait d'empêcher que le propriétaire compromette cette capacité du sol à rendre des services essentiels à la collectivité. Voilà pour ces quelques petites propositions. Je vous remercie.